Enzo, et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour les OneFlix concernant tout ce qui vous est arrivé, tout votre parcours, votre vie, le rapport à votre maladie évidemment. Donc on va parler un petit peu pendant 3 quarts d'heure, 1 heure de tout votre parcours, et je suis sûr que tout le monde aura hâte ensuite de visionner votre vidéo, et puis aussi d'entendre parler de votre livre dans lequel vous avez fait, finalement, vous avez partagé votre parcours, votre combat face à la maladie, vos réussites, vos beaux moments, et du coup, on va pouvoir parler de tout ça pendant 1 heure. Du coup, merci beaucoup d'avoir accepté le témoignage. C'est un plaisir. Alors, donc Enzo, vous êtes atteint de la maladie de Morphan. Alors, vous dites, c'est hyper intéressant dans votre livre, vous appelez ça la morphanterie. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir ce que vous entendez justement par morphanterie, c'est-à-dire quelle est exactement votre maladie, comment vous la décririez avec vos mots à vous. C'est un syndrome, c'est le syndrome de Marfan, et ça touche le cœur, les poumons, les tendons, les os. Ça touche pas mal de parties du corps, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça la marfanterie. Comme ça regroupe un petit peu tout ça, c'est plus simple. Et j'en parle un petit peu comme quelqu'un qui m'accompagne et puis tout au long de ma vie, et puis qui de temps en temps m'empêche un petit peu de tourner en rond, quoi, m'empêche un peu de vivre normalement. Et mais je le combats bien, voilà. Comment est-ce que vous avez découvert votre marfanterie, comme vous dites, Enzo? Eh bien, donc, c'est ma mère, hein, à l'âge de 4 ans. Elle a vu que je mettais mon nez un petit peu sur les livres d'images et elle s'est dit que c'était pas normal. Bon, c'est quelqu'un de très anxieux et qui fait très très attention, qui a toujours fait très attention à moi. Et donc, elle a été voir un médecin. Le médecin a dit que c'était pas grave, que ça se trouve j'étais un peu myope, enfin que ça allait pas être bien méchant. Et ça l'a pas convaincu, donc elle a décidé d'aller voir un ophtalmo et au moment de la consultation, l'ophtalmo s'est rendu compte que c'était une luxation des cristallins et que ça avait un rapport avec le syndrome de Marfan. Parce que bon, avant, on n'avait pas de test génétique et c'était juste, c'est un syndrome, quoi. C'est-à-dire que c'est juste des signes cliniques. C'est par les signes cliniques qu'ils arrivaient à voir qui était Marfan ou non. Donc luxation des cristallins, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a l'envergure qui est plus grande que notre taille, ça c'est un peu spécifique. Mais en même temps, tous les marfans ne sont pas pareils. Il y a des marfans qui sont petits gros, hein. Bon, en général, on est tous grands et maigres, mais voilà, il y a plusieurs formes de marfans. Il y a quelques tests comme, vous voyez, on met les doigts comme ça, et normalement, Voilà. le pouce, il doit passer au-dessus du doigt. Vous Je me suis voyez? posé des questions, du coup, en lisant votre livre. Vous l'avez fait aussi? Donc ça va. Et encore, ça veut rien dire, hein. C'est pas parce que nos doigts font ça qu'on est marfan ou c'est pas D'ailleurs, parce c'est qu'on a bien expliqué l'envergure. dans votre livre, que c'est Mm. que c'est pas parce que c'est le cas que forcément on a cette maladie, mais c'est un symptôme parmi d'autres. Ouais, faut pas s'inquiéter trop non plus pour rien. Et il y a d'autres façons, du coup, de détecter cette maladie de Marfan. Pardon? Et est-ce qu'il y a d'autres façons de détecter cette maladie? Du coup, vous avez parlé de tests génétiques aujourd'hui. Alors maintenant, bon, il y a des tests génétiques, c'est-à-dire quand on se rend compte qu'il y a pas mal de choses cliniques, comme la luxation des cristallins, ou le torse qui est ou bombé ou concave. Ça aussi, c'est très courant chez les marfangs. Bon, moi, il est légèrement, mais sinon, il y a des marfangs qui se font opérer du torse. Moi, ça va, j'ai pas trop à me plaindre en vérité, parce que chez mes frères marfangs, hein, mes frères et sœurs, comme je dis, il y en a qui ont vraiment du mal, quoi, hein. Surtout ceux qui sont touchés au niveau rhumato, ils souffrent énormément. C'est la morphine, des cachets pour plus souffrir à longueur d'année, quoi. Et c'est très très difficile à vivre, hein. Moi, j'ai cette chance de ne pas être trop touché au niveau osseux. Voilà, donc je ne me plains pas. Et dans votre livre, vous citez également des grands sportifs, c'est ça, qui ont la maladie de Marfan? Oui, oui, oui. Oui, oui, il y a eu des grands sportifs. Euh, J'imagine que ça dépend des formes de la maladie, effectivement, et pour certains, ça peut être un avantage, entre guillemets. ouais, surtout chez les basketteurs. Voilà, Mm. chez vous. Ouais, ouais, chez les basketteurs, bon, j'ai pas de nom évidemment, mais beaucoup de basketteurs sont morts sur le terrain
Bon, parce que le basket engage des grands, hein, et comme beaucoup de marfands, enfin, il y a beaucoup de marfands qui sont grands. Si la personne n'a pas été détectée, on ne la surveille pas, on ne voit pas que son aorte gonfle, et à un moment donné, ça pète, quoi. En plein match, bon, ça fait mauvais genre. C'est pas, pour le spectacle, c'est pas formidable, quoi. Mais c'est pour ça que le livre est intéressant dans le sens où ça peut aider aussi à la détection. J'ai rencontré pas mal de gens qui ont découvert sur le tard, à 30 ans, 40 ans, qu'ils étaient marfands. Et c'est sûr que s'ils s'étaient rendus compte de ça beaucoup plus tôt, ils auraient pu prendre un traitement qui n'est pas obligatoirement hyper efficace, mais au moins ça permet de diminuer un petit peu l'augmentation de l'aorte, enfin de faire en sorte que l'aorte ne gonfle pas trop rapidement. Donc, plus on prend tôt les bêta-bloquants, plus on a des chances. Maintenant, il y a des enfants qui prennent des bêta-bloquants. Euh, il y a des enfants qui se font opérer de l'aorte à 8 ans. J'ai vu ça aussi, parce que je suis pas mal actif sur les sites, les pages Facebook sur le syndrome de Marfan. Je fais part un petit peu de mon expérience, j'essaye de rassurer un peu les gens, ce que je fais avec le livre d'ailleurs. Le livre, en vérité, il est là pour rassurer les gens et pour faire du bien. Enfin, c'est les retours que j'ai. Tout à fait, il est très porteur d'espoir, c'est ça qui est hyper intéressant quand il est au livre, c'est qu'on voit la façon dont vous avez réussi justement à vous en sortir de tout votre tracas par la famille, par l'amour, on en parlait tout à l'heure, par les voyages, etc. Et ça donne beaucoup d'espoir, effectivement, pour ceux qui peuvent être atteints de ce type de maladie. Mm. Et du coup, pour revenir sur les traitements, vous parlez de la prise de métabloquants, par exemple, et il y a quoi comme différents traitements? C'est systématiquement la prise de métabloquants tous les jours, toutes les semaines, ça se passe comment? C'est normalement bon, c'est 100 mg tous les jours. Hein. Enfin, pour un adulte hein, de ma taille, 100 mg par jour, oui, 50 le matin, 50 le soir. Et c'est juste pour éviter que le cœur s'emballe. C'est-à-dire que on ne peut pas, dès qu'on va s'essouffler, ça s'arrête. Je vais me mettre à courir, le cœur, il va s'arrêter d'un coup. Enfin, pas s'arrêter, mais il va me faire dire, non, il va me demander de m'arrêter, pardon. Donc le cœur va me demander de m'arrêter, c'est-à-dire que je vais pas pouvoir m'essouffler et je vais être obligé de m'arrêter avant d'être essoufflé. Voilà, ça sert un petit peu à ça le bêta-bloquant. Donc ça permet au sang de pas trop, enfin à l'artère de pas trop travailler, quoi. Hein, parce que quand on est essoufflé, le sang il pulse fort et ça fait gonfler l'artère. Donc c'est juste pour éviter que l'artère soit trop sollicitée. Voilà, c'est le seul traitement en fin de compte. Hein. Après, c'est que chirurgical. Hein. Alors voilà, j'allais y venir, effectivement, vous racontez dans votre livre les multiples opérations chirurgicales que vous avez eu à réaliser, que ce soit au niveau des yeux, au niveau des poumons, au niveau de l'aorte, évidemment. Et, euh, et du coup, on se demandait comment vous avez fait pour trouver les bons médecins à chaque fois. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de diagnostic ou est-ce que vous avez toujours été tout de suite bien prise en charge dès que vous étiez enfant, notamment? Ou est-ce que ça a été compliqué de trouver les bons chirurgiens? Alors, si c'est compliqué de trouver les bons chirurgiens, pour ma part, ça n'a pas été compliqué parce que j'ai été détecté vraiment à l'âge de 3-4 ans, fin de 4 ans. Donc tout de suite, j'ai été suivi par des pontes. Hein. Vraiment, j'ai eu cette chance. On allait chercher les meilleurs, quoi. Hein. C'est vrai que ma mère aussi était pas mal pour chercher des médecins. Et puis les pontes travaillent entre pontes. Et une fois qu'on est dans le système, bon, faut faire confiance au système aussi. Et on rencontre des gens extraordinaires. Enfin, moi, j'ai cette chance-là d'avoir rencontré des gens, des professeurs incroyables, d'une humilité terrible. Des gens qui sauvent des vies à longueur d'année. On parle d'égal à égal, quoi. Hein. Ils vous croisent dans l'ascenseur, ils vous serrent la main. Enfin, des gens vraiment adorables. Et je me suis rendu compte que les meilleurs chirurgiens, souvent, c'était ceux qui étaient le plus humbles et le plus sympa, quoi. Enfin bon, ça, c'est pas un critère, mais ouais, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là. Et aussi, alors, pour trouver bon, en même temps, j'habite Paris, enfin, j'habite la région parisienne, donc c'est beaucoup plus facile pour trouver des bons médecins. Je me rends compte aussi sur les sites là où je vais. Bon, maintenant, on commence à avoir des centres Marfan un peu dans toutes les grandes villes. Ça, c'est bon, moi j'ai 53 ans. Avant, ça n'existait pas. Ça, hein. Maintenant, on a une consultation Marfan à Bichat.
euh, qui a été créé par le professeur Jandot, qui est très très efficace. Tous les 2 ans ou tous les 2 ans, moi je vais là-bas pour faire un contrôle technique où je vois rhumato, ophtalmo, cardio, psychologue, enfin bon, on voit un petit peu tout ça. Le trou de la sécurité, c'est moi. Hein. Voilà, bon, c'est très bien fait. Bon, maintenant, il y a des spécialistes pardon, excusez-moi, de la maladie de Marfan, un petit peu partout, dans toutes les grandes villes, à Nantes, je sais qu'il y en a. Et vous racontez d'ailleurs dans votre livre, c'est assez marrant, que en Inde, vous êtes tombé sur un docteur qui a détecté votre maladie. Alors, vous saviez que vous étiez déjà diagnostiqué, évidemment, mais vous êtes tombé sur un docteur qui a repéré, juste en vous écoutant le thorax, que vous aviez la maladie de Marfan, c'est ça? C'est plus que ça, c'est-à-dire que, oui, effectivement, donc en voyage, bon, c'était pas en Inde, mais c'était un médecin indien. Ouais, ok. Et je vais pas dire la destination parce que vous allez me détester, donc c'était aux Seychelles. Bon, écoutez, c'est sympa comme destination. Mais bon, ce médecin indien qui parlait uniquement anglais commence à m'expliquer exactement tout ce que j'avais dans le corps, juste en m'ayant ausculté avec le stéthoscope. Il m'a dit, vous avez un double chonal. Oui, parce qu'ils ont fait des dérivations, ils ont fait des tas de choses hein, quand ils m'ont opéré de l'aorte, quand j'ai fait une dissection aortique, là c'était au Baléares, bon, c'était il y a un petit moment, donc ils ont été obligés de me réparer un peu comme ils ont pu, mais ils m'ont fait une très très belle opération et ça tient depuis 2002. Ça marche très très bien. Je fais un petit peu tic-tac, mais sinon ça va, parce que comme j'ai une valve mécanique. Mais ouais, donc oui, donc ce médecin indien, j'en revenais pas, quoi. Il m'avait tout expliqué juste en écoutant. Alors j'ai expliqué ça après au médecin que je côtoie, hein, et il me regardait d'un air bizarre. Ils n'avaient pas l'air de me croire. Mais bon, je l'ai vécu, hein, c'est marrant. Et globalement, quand vous êtes en voyage, parce que ça vous arrive beaucoup, euh, quand vous expliquez votre maladie, vous l'indiquez quand vous êtes pris en charge aux urgences ou chez un médecin généraliste, globalement, ils connaissent tous dans le monde entier ce que c'est que la maladie de Marfan. Bah, c'est de plus en plus connu et c'est vrai que enfin, c'est mondial, quoi. C'est une naissance, c'est un Marfan toutes les 5000 naissances. Donc, dans le monde entier, quoi, tout le monde est touché. Hein. Et tout le monde connaît, ouais, au Brésil, je m'étais fait mordre par un singe, et effectivement, mon cousin m'appelle le Pierre Richard, il m'a dit, je viendrais bien en vacances avec toi, mais t'es un petit peu Pierre Richard quand même. Hein. Et donc, il m'arrive toujours des petits trucs, mais bon, en même temps, c'est des anecdotes, il faut que le livre soit sympa à lire, et puis il faut que ce soit amusant en même temps. Mais bon, j'ai quelques aventures hospitalières, j'ai trouvé que ça pour être drôle. Hein. Mais effectivement, je suis tombé sur un jeune interne au Brésil. Et quand je lui ai expliqué ce que j'avais eu, opéré de l'aorte, tout ça, il m'a fait Marfan. J'ai dit oui, Marfan. Yes. Alors, ben justement, ça m'amène à ma question. Euh, Comment vous faites pour, que ce soit tout au long du livre, ou même je le vois en ce moment, pour être tout le temps comme ça, dans ce sens de l'humour, être toujours optimiste, même dans les moments les plus durs, parce que j'ai vu des... Moi, il y a un message qui m'a touché dans votre livre, je crois que c'est votre deuxième pneumothorax, où vous dites pendant plusieurs jours ou semaines, vous avez carrément des machins plantés dans le dos, etc. Et malgré ça, vous arrivez à faire des blagues en visio, etc. avec votre famille, et j'ai trouvé ça incroyable, et je me demandais, mais quel est votre secret, finalement? Oui, donc, oui, effectivement, bon, le sens de l'humour, garder le sens de l'humour dans n'importe quelle situation, bah, c'est un peu, c'est ma carapace en vérité, hein, c'est mon gilet pare-balles, hein, j'ai que ça. Et en même temps, c'est un moyen de ne pas inquiéter la famille, surtout. Bon, vous prenez l'exemple du deuxième pneumothorax, bon, là, c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément touché parce que bah, c'est arrivé la même année où j'ai fait un AVC, où j'ai été opéré de l'aorte ascendante. En me réveillant, j'ai fait un AVC. Enfin bon, il y a tout ça. Ça a été assez lourd quand même. Hein. C'est-à-dire, au mois de janvier, je me fais opérer. J'arrive à me sortir un petit peu de mon AVC. Bon, j'ai juste ma main qui marche pas. Vous voyez, je peux pas dissocier les doigts. C'est tout. Je peux marcher, je peux pas courir. Mais je demande rien. Je suis très content comme ça parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui font des AVC. C'est une catastrophe, quoi. Ils peuvent plus parler. Peuvent plus marcher, enfin bon, c'est terrible. Hein. Et donc, je me plains pas du tout de ça.
Mais effectivement, le pneumothorax, enfin, c'est surtout une hernie pulmonaire. J'avais le poumon qui ressortait quand je respirais. Ça faisait une boule. Bon, c'était amusant, hein. Mais bon, ce qui a été moins drôle, c'est après l'opération. Mais c'est surtout cette opération qui est venue après tout ce que j'ai vécu, l'AVC, l'opération de l'aorte et tout ça, la deuxième opération de l'aorte. C'était un peu trop, là. Je commençais à saturer, quoi. J'étais en train de dire, bon, faudrait peut-être passer à quelqu'un d'autre parce que moi, je commence à en avoir un petit peu marre. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'ai craqué un petit peu. Je me suis laissé aller complètement. Je me suis laissé pousser la barbe, j'ai arrêté de me laver et tout. De toute façon, il fallait juste attendre, souffrir et attendre que ça se recolle avec des drains partout. Voilà, donc j'ai attendu. Et puis au moment où tout s'est recollé, bah, je me suis rasé et puis je suis sorti de la salle de bain. Et vous êtes répartis, ouais. Ça n'a pas duré longtemps en plus. Enfin, vous êtes rapidement remis sur pied, c'est ça qui est hyper impressionnant. Votre capacité de résilience, comme ça, c'est hyper inspirant. On n'a pas le choix, hein. C'est ça, hein, le truc, hein, c'est qu'on n'a pas le choix en fin de compte. Et au jour le jour, avec votre femme Mona et votre fils David, quelles sont les implications de votre maladie? Vous pouvez quand même sortir avec eux, vous le dites, partir en voyage, même faire un peu de randonnée, etc. Quelles sont vos limites finalement? Il y en Bah, a. les limites, c'est l'essoufflement. Les limites durant les voyages, les sorties avec mon fils et mon épouse, c'est l'essoufflement, quoi. Je vais pas, je sais, je connais mes limites. Donc, il y a des choses que je vais leur dire, allez-y, sans moi, quoi, hein. Bon, cette année, avec le Covid, on s'est fait un voyage. D'ailleurs, j'ai vraiment aimé, hein, c'était sympa, 5 jours en Normandie. Et j'ai réussi à monter en haut du Mont Saint-Michel. Mais bon, à mon rythme, hein, bah, c'était mon challenge, hein. Voilà, j'ai pris ça comme un challenge. J'étais avec le masque en plus. À un moment donné, j'étais à 4 pattes par terre, masque obligatoire. Et le gardien, il me fait vous pouvez enlever le masque, hein. Je fais mais ça y est, c'est fait, monsieur, déjà, j'ai pas envie de mourir. Donc j'avais quand même enlevé le masque, heureusement, parce que je fais mettez-vous dans un coin, enlevez le masque. Bien sûr. Mais bon, je suis monté là-haut, quoi. J'étais bien content, hein. Tout fier de moi, quoi. Ouais, bah, félicitations. Et pour revenir un peu en arrière, vous mentionnez un épisode assez marquant quand vous êtes à Majorque et que vous faites votre premier gros accident, votre première dissection aortique majeure. Vous dites que vous allez voir deux jeunes femmes et qui vous prennent finalement pour un type bourré et qui comprennent pas ce qui vous arrive et qui vous jettent un petit peu. Et du coup, je me disais, est-ce que ça vous arrive souvent que du fait que votre maladie puisse en partie être invisible aux yeux des non-connaisseurs, que ça vous arrive qu'on comprenne pas ou que les gens comprennent pas finalement ce qui vous touche, qui plus est dans des moments aussi critiques? Alors là, c'était un peu exceptionnel, ce moment était très critique. Oui, le fait qu'on ne se rende pas compte que je suis malade, et souvent, on va me prendre pour un mufle parce que c'est ma femme qui porte les trucs lourds, vu que j'ai fait des pneumothorax, j'ai eu des collements de rétine, tout ça, je peux rien porter. Donc, mais ça, j'ai remarqué que c'est un problème de beaucoup de marfands, parce qu'effectivement, ça ne se voit pas. Mais par contre, le truc, c'est qu'on fatigue très vite, on a vite mal, on n'est vite pas bien. Euh, Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, comme porter. Et des fois, on va passer pour un muf, quoi. C'est-à-dire que c'est ma femme qui va porter les courses et moi, je vais être derrière. Des fois, j'ai eu des réflexions. Bon, ça m'arrive aussi de montrer ma carte handicapée parce que j'ai fait les courses et j'en peux plus, je suis crevé. Mais ça se voit pas. Et ça, c'est vraiment un problème, hein. C'est vrai que. Et en plus, pour l'amour propre, parce que j'ai pas mal d'amour propre, c'est un peu ce qui me. C'est comment dire, c'est pour ça que j'ai cet instinct de conservation et cet humour et tout ça, parce que bon, et c'est une image que j'ai du mal à faire voir cette image de moi, quoi, du mec qui fait porter sa femme, quoi. C'est moche. Et puis de passer devant les gens, des fois qui sont même plus âgés que moi, à la caisse. Alors j'avoue que je le fais pas souvent, hein. Je le fais vraiment quand je suis très fatigué ou des choses comme ça. Maintenant, je prends la scanette. C'est mieux, ça passe vite et puis il n'y a pas besoin de faire voir la carte. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des moments très humiliants. Ouais. Mais pour revenir à l'aorte, quand j'ai. C'est une chose aussi importante, ça, c'est que heureusement que je suis au courant,
que j'ai le syndrome de Marfan, parce qu'à ce moment-là, ils auraient pu chercher longtemps avant de savoir que c'était mon aorte qui a pété. Donc quand j'étais voir ces jeunes filles qui étaient attablées, je savais pas quoi faire. Je monte, genre, un déchirement, je monte l'escalier, je vois deux jeunes filles attablées, je vais les voir, je fais ça va pas, hein, ça, elles me regardent, les gens il est bourré celui-là. Et je me suis dit, je vais pas mourir tout seul dans le noir, là, dans un coin. J'ai été me mettre dans le hall de l'hôtel et je me suis allongé par terre. Et puis c'est là que ça a commencé. Et c'est grâce à ça que j'ai été sauvé parce que je leur ai expliqué que c'était l'aorte. Hein. Au début, le médecin qui arrive, enfin, il y a un médecin qui est arrivé, il pensait que c'était une hypoglycémie. Hein. Mais non. Et là, vous dites que justement, vous avez été surpris de la qualité des soins que vous avez pu recevoir sur place. Au Baléares. Vous avez tout équipé, etc., tout ce qu'il fallait pour vous opérer. Ouais, c'est vrai que quand j'étais dans l'ambulance, bon, heureusement que j'ai ma copine Pili, hein, que j'ai rencontré au Baléares. En fin de compte, mon livre, c'est vraiment un conte de fées. C'est mon nom qui dit ça. C'est un conte de fées. Et dans ce conte de fées, il y a ma mère, ma femme Mona et Pili. C'est trois femmes qui ont toujours été là pour moi, quoi. Et grâce à qui je suis là et que je suis heureux, quoi. Hein. Et cette Pili là, donc, elle rentrait de soirée avec un copain et tout de suite elle m'a pris en main, comme elle parle espagnol, elle est espagnole, elle m'a pris en main et pour moi, dans l'ambulance, je faisais mon testament, quoi, puisque je savais ce que j'avais. Je savais que c'était l'aorte qui pétait, et pour moi, personne ne se sort de ça, quoi. Hein. C'est très très rare. Hein. Et donc, je faisais mon testament. Je voulais absolument qu'elle monte derrière moi, enfin derrière avec moi dans l'ambulance, pour faire mon testament, qu'elle dise à mon fils que je l'aimais. Enfin, moi, je connaissais pas. Enfin, Mona, je la connaissais, mais j'étais pas encore avec elle. Et voilà. Donc, et à ma famille, enfin tout ça, dire à ma famille que je les aime, tout ça. Et elle me disait, tu leur diras toi-même. Et elle a pas eu tort parce qu'en fin de compte, oui, je parle de ça dans mon livre, c'est-à-dire que j'ai vraiment, pour moi, j'allais mourir. Et le fait de mourir, en fin de compte, de ressentir la mort, c'est quand on meurt, on ressent rien, on est mort. Mais par contre, le fait de se retrouver dans une situation où il n'y a plus d'espoir, où on est sûr qu'on va mourir, c'est ça, en fin de compte, avoir la conscience de la mort. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance d'avoir cette conscience. C'est très intéressant comme sensation de se dire, ça y est, c'est la fin. C'est pas mal de se retrouver comme ça face à soi et de se dire tiens c'est la fin, voilà, bon on fait une petite rétrospective, bon j'ai pas été trop con, ou j'ai été très con dans ma vie, ou enfin bon moi c'était un mitige des deux, hein. Et puis voilà, puis je me suis voilà, pour moi j'allais mourir, c'était fait, et puis en fin de compte je me suis réveillé, et j'étais assez content quand même. Et ça, ce sentiment d'être de vivre au dernier instant, vous ne l'avez pas revécu après finalement, malgré toutes les grosses opérations que vous avez pu avoir? La sensation de cette sensation d'être peut-être au bout du rouleau et que c'était peut-être la dernière chance? Si, après, bon, la deuxième opération de l'aorte, on a une chance sur deux d'y rester, et quelques pourcentages aussi d'être hémiplégique, tétraplégique et des choses comme ça. Bon, quand on y va, on se dit c'est bon, je vais être dans les 50% qui survivent. Hein. Mais il y a quand même une chance sur deux, enfin une chance sur deux, j'exagère en vérité, mais enfin, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Ils nous disent 50%, 50% de réussite et puis risque d'hémiplégie, tétraplégie. Mais bon, effectivement, avant de se faire opérer, mais là, il y a un espoir quand on se fait opérer à froid. Enfin, là, c'était à chaud au Baléares, mais quand on se fait opérer à froid, il y a toujours un espoir. Il y a ces 50% de réussite. Donc, on n'est pas. Par contre, on y pense. J'ai fait des lettres la veille. J'ai fait des lettres pour toute la famille, hein, à ouvrir au cas où, quoi. Puis je leur ai bien tous dit de me faire promettre que de me débrancher si je devenais tétraplégique. Vous voyez, enfin bon, on y pense automatiquement. C'est-à-dire qu'au moment où on se lave à la bétadine et tout ça pour aller se faire opérer, c'est comme si on allait monter sur l'échafaud un petit peu. C'est spécial. Hein. Mais bon, on a quand même cet espoir. Au réveil, finalement, du coup, comment vous le vivez à chaque fois quand vous vous réveillez, vous dites ah c'est bon. Même il y a une fois où vous vous réveillez, vous êtes entubé complètement. Et vous arrivez encore à en rire. Et je trouve ça hyper puissant. Quoi. Attends, quoi. Bah oui, donc le réveil à chaque fois. Bon, alors, le réveil des Baléares, là c'était, là je pensais
pour moi, je pensais mourir. Après, je suis tombé dans les vagues, bon, ils m'ont mis des piquets comme il fallait, tout ça, pour pas que je souffre. Et je me suis vraiment réveillé après l'opération. J'étais dans le déni total avec tous les rêves que j'avais faits et tout ça. Pour moi, j'étais en Suisse et on était en train de m'aider à mourir. Vous voyez, au moment où je me suis réveillé, c'était au moment où on allait me faire la piqûre. Ça faisait partie de mes rêves dans le coma. Et je me réveille et je vois ma mère. Et elle était en contre-jour avec une belle auréole là autour de la tête. C'était la Madone, quoi. Mes origines italiennes. Et, et ça, c'était formidable, c'est fantastique. Le réveil de la deuxième opération de l'aorte, c'était pas pareil, parce que là, j'étais intubé et tout ça. Là, ils avaient eu le temps de me... je sais plus, je crois qu'ils m'avaient enlevé, le tuyau. J'étais vraiment bien. Au réveil, j'étais pas mal. Par contre, quand je me suis réveillé après l'opération de l'aorte, là, j'avais fait un AVC pendant le coma et tout ça, parce que vous vous mettez dans le coma pendant 2 jours de façon à ce que vous ne souffriez pas. Là, c'était plus délicat. Je voyais tout le monde qui s'affolait un peu autour de moi. Oh, il a bougé son pied. Dans ma tête, je me disais, pourquoi il a bougé son pied? C'est normal. Et en fin de compte, bon, voilà, on m'a appris que j'étais hémiplégique. Et ça, c'était pas agréable du tout. J'ai pas aimé. Tout ça, ce sont des opérations que vous avez eues quand vous étiez adulte. Et pour revenir un peu sur votre enfance, votre adolescence, la période après de votre jeunesse, comment ça s'est manifesté, Marfan? Est-ce que vous aviez déjà des problèmes d'essoufflement ou pas encore du tout? Est-ce que vous avez eu aussi quelques opérations quand vous étiez enfant, ado, ou ça s'est passé comment? Est-ce que c'était compliqué avec la maladie d'aller à l'école comme tout le monde? Alors, aller à l'école comme tout le monde, ma mère s'est battue pour que j'aille à l'école comme tout le monde. Donc, je suis allé à la maternelle comme tout le monde. C'est là que j'ai rencontré Mona, hein, ma femme actuelle. Et c'était ma petite copine de maternelle, ça j'en parle dans mon livre, hein. Et donc, la vie d'adolescent dans le 93, quand on est grand et mince avec des grosses lunettes, c'est pas obligatoirement très, 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 très sympa, quoi. Mais c'est ça disons que j'ai développé mon sens de l'humour, quoi, en fin de compte, pour répondre à tout ça, puisque de toute façon, il était hors de question que je me batte parce qu'il ne fallait pas de choc à la tête, ça risque j'avais peur d'être aveugle. Parce que moi, mon parrain était aveugle, il a pas eu, il est né d'une génération avant moi et il n'y avait pas toutes ces technologies pour réparer les yeux. Est-ce qu'il Et était aussi atteint de morphine, votre parent? il était marfan aussi, ouais. Et donc lui il était aveugle. Donc pour moi, quand j'étais gosse, il était ce que j'allais devenir. Et c'est vrai que c'est quelque chose, toujours peur j'avais vraiment peur d'être aveugle, donc je me battais pas, je faisais attention, pas de choc à la tête et tout ça. Ma mère m'avait bien prévenu, avait prévenu les profs aussi, hein. On me surveillait en vérité, hein, mais et puis les gens m'aimaient bien, quoi. Mais c'est vrai que les mômes, bah, j'avais des grosses lunettes, donc je parle du football, quand on se prend le ballon dans la tête, que les lunettes elles tombent par terre, tout ça, bon, euh, c'est c'est un peu humiliant, quoi, quand on est à quatre pattes en train de chercher ses lunettes, hein, et puis que tout le monde rigole. Bon, il y a plein de choses comme ça, se faire traiter de girafe, quatre yeux, enfin tout ça. Mais en vérité, ça endurcit. Ouais, c'est ça, ça a endurci, ça a développé votre sens de l'humour finalement. Ouais, je pense que c'est ce qui m'a sauvé un petit peu, ouais. Et malgré tout ça, bah, j'aime l'humanité, hein. C'est vrai, quand je parle de mes voyages et tout ça, c'est surtout un prétexte pour parler de l'humanité en vérité, parce que c'est quelque chose. C'est ce qui ressort beaucoup dans votre livre, c'est finalement le rôle de vos proches, de votre famille et de vos amis aussi dans la façon dont vous avez surmonté la maladie. D'ailleurs, il y a un très très beau passage que vous pouvez peut-être nous raconter avec votre femme Mona qui, quand vous étiez au plus bas, va vous faire une annonce pour le moment inattendue. Je peux pas, je peux pas en parler sans pleurer. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est C'est un quelque moment chose, magnifique. c'est quelque chose qui m'émeut toujours autant, hein. Ouais, c'est vrai que c'est un des plus beaux passages de toute façon de ma vie. J'allais dire du livre, mais en vérité, c'est de ma vie, hein. Et ouais, bah, c'est vraiment un conte de fées, quoi, hein. C'est-à-dire que j'étais dans le lit, on savait pas si j'allais parler, enfin, si j'avais réussi à parler, donc ça allait, mais on savait pas si j'allais remarcher, si j'allais manger normalement, enfin, on savait pas dans quel état j'allais, parce qu'on sait jamais, quand on fait un AVC, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, on sait jamais comment on va en sortir.
Et bah, mon épouse enfin, m'a demandé en mariage. Enfin, c'était pas mon épouse, donc Mona m'a demandé au mariage à ce moment-là. Euh, c'est vrai que ça a ému toute la famille. Ils se sont dit, mais elle est folle, celle-là. Mais moi, Ah, c'est un bel acte je, vraiment. je me suis dit, mais alors profite pendant que je suis allongé dans le lit pour me voir. Ah, j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit, mais par contre, quand je marcherai, on se mariera quand je marcherai. Et, euh, et c'est marrant. Et je me suis mis un challenge en vérité. De toute façon, elle est forte. C'est une femme qui est très intelligente. Et elle est vraiment très très forte. Quoi. Et c'est ce qui m'a boosté. Quoi. Je pensais qu'à ça, me marier debout. Et je m'étais mis dans la tête de monter à la cathédrale de Calvi, en haut de la citadelle. Je suis pas croyant, hein, mais voilà, c'était un challenge. Je trouvais Bon ça challenge. symbolique. Voilà. Et on l'a fait, voilà, on l'a fait. Hein. Et à ce moment-là, j'ai dit, je peux me marier, c'est bon. Vous parlez aussi beaucoup de votre fils, David, dans votre livre, et du coup, je me demandais quel était, à lui, son rapport à votre maladie. Est-ce qu'il l'a toujours bien vécu, entre guillemets? Est-ce que vous êtes toujours bien entendu vis-à-vis de ça? Comment ça s'est passé? Alors, les rapports à la maladie avec mon fils, il a toujours un papa qui meurt toutes les 5 minutes, il a toujours un papa malade. J'avoue que c'est le fait d'avoir écrit mon livre qui m'a permis d'en parler avec lui, en fin de compte, de ça. Euh, j'ai pu parler avec lui, je lui ai fait lire mon livre, donc, et ça a été dur. C'est là que je me suis rendu compte qu'il a dû en baver parce que euh, il a eu beaucoup de mal en le lisant, il a pas mal pleuré et tout ça. Il a pas été trop traumatisé. Mais enfin, je dis ça, mais en vérité, quand ils sont tous flippés quoi, autour de moi. Ma mère, ma femme, mon fils, le moindre truc, c'est tout de suite, c'est la réaction de peur, quoi. Et c'est là que je me rends compte que je les ai un petit peu traumatisés quand même. Hein. Même en ayant le sens de l'humour, en dédramatisant tout. Vous vous rendez compte, heureusement, parce que Ah oui, si je heureusement, me ouais. plaignais tout le temps, quoique si je me plaignais tout le temps, arrivé à un moment donné, ils m'enverraient mourir ailleurs. Ça se trouve, ça serait autrement, quoi. Mais c'est vrai que j'essaie tellement de les préserver. Mais bon, malgré tout, c'est vrai que je me rends compte que les aidants, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est pas facile pour eux. Hein. C'est vraiment pas facile. Ouais. Ouais. Et Alors c'est heureusement vrai pour ça. qu'il ne faut pas se plaindre et toujours avoir la pêche et leur donner une bonne image parce que Et personnellement, est-ce que vous avez été handicapé beaucoup avec votre maladie ou pas, ou ça dépend peut-être des moments de votre vie? alors le milieu professionnel, effectivement, donc j'ai choisi quand même d'être coiffeur. Bon, à cette époque-là, ma main, elle marchait très très bien. Hein. Euh, j'ai choisi d'être coiffeur. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu miro, donc, mais j'ai réussi quand même à être un très bon coiffeur. C'est-à-dire que j'ai eu des bons professeurs, dont Adolphe, qui après est devenu mon employé. J'ai racheté son salon. Et c'est sûr qu'avec lui, c'est un personnage. Hein. Vous l'avez aimé aussi, vous, sûrement. Tout à fait. Et vous parlez d'ailleurs d'une technique assez marrante que vous mettez en place tous les deux quand vous avez une chute de votre acuité visuelle. À un moment, vous mettez en place une technique pour qu'il vous aide quand vous n'avez pas complètement fini la coupe d'un client, c'est ça? Vous pouvez nous en parler peut-être? Ouais, la finition, ouais, c'est-à-dire que avec Adolphe, mon collègue coiffeur, à un moment donné, je m'étais fait opérer de la rétine et je me suis retrouvé avec 4 dixièmes de chaque côté. Et c'est sûr que bon, mais le métier, on l'a dans les doigts quand même. Hein. Et, et par moment, enfin, pas par moment, c'est-à-dire qu'à la fin de la coupe, quand j'avais terminé la coupe, je regardais Adolphe et il se grattait la tête. Bon, en général, c'est toujours à la nuque, hein, parce que c'est la finition, c'est par là. Et il se grattait la tête à l'endroit où il estimait qu'il y avait un petit peu de finition à faire quand même. Alors voilà, donc je retravaillais un petit peu ce côté-là. Et comme je dis dans le bouquin, on n'a pas perdu un seul client. Hein. J'ai réussi à. Alors à la fin de la journée, ça tirait vraiment. Quoi. Ça faisait mal. Hein. Mais quand on est à son compte, on n'a pas le choix. Hein. C'est pour ça que j'ai très vite arrêté. J'ai revendu le salon de coiffure assez rapidement. Après, vous vous expliquez que vous avez fait beaucoup de jobs différents. Et aujourd'hui, finalement, du coup, là, vous avez plus d'activité professionnelle ou de temps en temps, vous faites des petites missions? Professionnel maintenant, je suis examinateur.
je fais passer des examens. Ah, ça, j'adore parce que c'est des agents de sûreté. Les gens qui vous fouillent à l'aéroport et tout ça, bon, ils doivent passer une certification et c'est moi qui leur fais passer. Et j'adore ça parce que c'est pareil, ils sont stressés, donc je les détends bien avec un peu d'humour, tout ça. Je fais mon travail vraiment correctement parce que c'est sérieux, hein, c'est de la sûreté, donc c'est vraiment très sérieux. L'examen, ça se passe dans les règles, hein, évidemment, on ne peut pas faire autrement. Mais par contre, voilà, je détends bien l'atmosphère. Ça me fait plaisir de revoir du monde. C'est ce que je suis resté un moment sans travailler, évidemment. J'avais rien comme boulot à faire, en fin de compte, je pouvais rien faire. Petite manipulation à la chaîne, je peux pas. Rester trop longtemps sur un ordinateur, je peux pas, les yeux. Un métier où on doit porter ou qui essouffle, je peux pas non plus. J'ai pas fait de grandes études, hein, je suis coiffeur, hein, donc je vais pas être PDG non plus. Hein, je vais pas dire que c'est un métier où on fait rien, hein, mais c'est pas ce que je voulais dire, au contraire. Mais bon, on n'a pas besoin de toutes ces capacités-là, hein. Juste le cerveau, ça suffit. Bon, ça non plus. Donc voilà, ce métier, c'était parfait pour moi. Examinateur, je dis c'était parce que depuis le Covid, comme j'ai 60% de poumons qui fonctionnent, le masque, je peux pas rester toute la journée avec un masque, donc du coup, ils m'attendent. Ils sont gentils, ils m'attendent, et puis quand il y aura un vaccin, je vais retourner au travail. Ça me manque énormément, par contre, de ne pas travailler là. J'imagine même, oui, socialement, c'est hyper, pour la sociabilité, c'est hyper important, quoi. Ouais. C'est-à-dire que socialement, je me suis rendu compte que ça me manquait, parce que je suis resté quand même, je sais pas moi, peut-être 10 ans sans travailler. Je m'étais fait une raison, je m'occupais de la maison, j'étais la femme au foyer, quoi. Hein. Ma femme allait au travail, quand elle revenait, elle se mettait les pieds sous la table, et puis j'avais fait à manger, je fais la vaisselle, je me suis occupé de la famille. Ce que j'adore faire, hein, pour moi, c'est un métier, hein, c'est très agréable s'occuper des autres. Et je continue d'ailleurs, je me suis un peu fait avoir parce que quand j'ai commencé à travailler, j'ai continué, quoi. Vu que ma femme elle travaille beaucoup plus que moi je faisais pas beaucoup d'heures évidemment puisque c'est un métier d'handicapé. Donc malgré tout, j'ai continué quand même garder les tâches de à manger, les courses et tout. Une vraie femme au foyer, quoi. Mais comment vous en êtes sorti financièrement pendant ces 10 années où vous pouviez plus travailler? Est-ce que vous aviez des aides ou administrativement c'était compliqué? Alors financièrement, je touchais les aides pour personnes handicapées. Et puis après, le jour où je me suis marié, ce qui est normal, puisque mon épouse gagne très bien sa vie, on m'a enlevé mes aides, ce qui est normal, parce que pour moi, ces aides-là, c'est pour les gens qui en ont besoin. Ça ne sert à rien de donner à quelqu'un pour partir aux Seychelles, hein, c'est pas la peine. Donc c'est bon, c'est normal. Moi, ça, j'ai aucun problème. Donc au niveau argent, c'est vrai que ça a été compliqué quand j'ai laissé le salon. Là, à ce moment-là, j'étais en plein divorce et tout ça. Donc il y avait les aides. Hein, on est bien en France. Hein. J'ai pas mal d'aides avec les APL, avec les allocations AAH, hein, adultes handicapés. J'ai même touché parents isolés quand j'ai eu mon fils, donc ça dure 1 an. Mais non, au niveau, franchement, ça allait. Hein, on n'a pas à se plaindre. Hein, franchement, quand on voyage comme moi, on se rend compte qu'on n'est pas trop mal. Hein. Ça aussi, j'en parle pas mal dans le livre. Vous en parlez effectivement du système de sécurité sociale en France. Ouais. Bon. Et pour finir, je vais vous poser des questions un petit peu sur vos activités peut-être associatives ou est-ce que vous avez rejoint du coup des associations de maladies rares ou de malades de morphand, ou des communautés ou des réseaux sociaux, des choses comme ça pour témoigner, alors au-delà évidemment de votre livre, hein, qui est déjà un témoignage hyper important. Est-ce que vous êtes impliqué comme ça dans des communautés, des réseaux? Alors l'implication dans les communautés, au niveau associatif, je vous avoue que j'ai pas fait grand-chose. C'est-à-dire que maintenant, je fais beaucoup plus de choses. Mais à 20 ans, je voulais pas en entendre parler. À 20 ans, je voulais vivre ma vie. Je voulais pas entendre parler je voulais pas entendre parler de la maladie. Je voulais même pas prendre de médicaments. Enfin,
j'ai pris sur le tard mes bêta-bloquants, j'étais un petit peu idiot d'ailleurs, hein. Mais j'étais pas malade, quoi. Je voulais pas en entendre parler. Donc ça me plombait en vérité. Ça me plombait la vie de, de parler de tout ça. Et puis aller dans les consultations Marfan où je voyais d'autres Marfans et tout ça. Je voulais pas, quoi. J'étais dans le déni. C'est vraiment parce que là, j'ai 53 ans, que j'ai un vécu, que j'ai pu digérer tout ça. En fin de compte, hein, on s'en rend compte dans le livre que c'est quand même quelque chose qui a été bien digéré, hein, et, et maintenant, je me demande même si je serais devenu quelqu'un de bien sans être Marfan, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu la fin du bouquin, ça. Mais Ouais, vous le dites, Marfan, finalement, qu'on a constitué, comme vous le voulez ou non, votre personnalité, ça fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. d'en arriver là, c'est pas mal, je trouve. Enfin, pour moi, je trouve que c'est une belle réussite d'arriver à accepter sa maladie et d'en être fier, parce qu'en fin de compte, j'en suis fier. Euh, des gens font des tatouages, des choses comme ça. Moi j'ai des cicatrices, hein. J'ai une cicatrice là tout le long, j'en ai une énorme derrière, j'en ai au niveau des poumons. Mais mes cicatrices, j'en suis fier, quoi. Quand je vais sur la plage, je cherche pas à les cacher parce que c'est mes tatouages à moi, quoi. C'est ma vie et ils veulent vraiment dire quelque chose, quoi. C'est que du combat. Et, hein, c'est mérité. Et donc, pour en revenir aux réseaux sociaux, maintenant, depuis que j'ai fait mon livre, je, je crois que le fait d'avoir écrit le livre aussi, ça m'a permis de bien digérer aussi tout ça. Et maintenant, je vais beaucoup sur faire connaître le syndrome de Marfan, c'est un site Facebook. Euh, et, et je fais part de mon expérience, c'est-à-dire beaucoup de gens, mais des fois ça a pleuré, quoi, parce que je me rends compte que j'ai rien. Euh, parce que moi, la chance que j'ai, c'est que mon fils n'a rien. Mais quand c'est des mamans qui parlent de leur enfant de 8 ans qui va se faire opérer, c'est toujours très très dur. Et c'est difficile de trouver les mots parce que moi, je n'ai jamais été dans ce cas puisque moi, mon fils, il n'a rien. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un enfant malade. Moi, j'étais malade, je préfère que ce soit moi. Mon fils n'a rien. Mais c'est le plus grand des bonheurs, ça. C'est vraiment la chose la plus importante. Donc, à mon niveau, bah, les gens qui vont se faire opérer de la hanche, je leur dis, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va aller, machin. Je leur donne des adresses, on parle des décollements de rétine, des trucs. Mais j'avoue que je suis assez désarmé devant je dis les mamans parce que je devrais dire les parents, mais je me rends compte que sur les sites, c'est souvent les mamans, quoi, qui s'occupent des gosses, hein. Je veux pas. D'ailleurs, vous donnez la parole à votre maman au début de votre livre. Ouais, ouais. C'est son petit. Ouais. C'est elle qui commence le livre. Et heureusement qu'elle est. Enfin, elle est toujours là, hein, de toute façon. Et heureusement, hein, elle s'occupe toujours de moi, hein. C'est. Ouais. J'ai bien traumatisé aussi, hein. Alors du coup, pour finir, vous donnerez quoi comme message d'espoir un peu pour tous les malades de Marfan qui sont confrontés, comme vous, qui ont pu être confrontés à des opérations lourdes, des choses comme ça? Le message d'espoir, euh, déjà, c'est pas uniquement pour les Marfans, ce message d'espoir, parce qu'en fin de compte, on va tous être touchés un jour ou l'autre par la maladie, ne serait-ce que la vieillesse, hein, c'est une forme de maladie quelque part. On aura peut-être un proche qui va être malade ou un enfant, enfin un proche, quoi, hein. On va tous être un jour ou l'autre en face de la maladie et ce qu'il faut, c'est savoir réagir, quoi. Donc, il y a des gens qui ont peur de la maladie, qui réagissent très mal. Et alors, c'est facile à dire parce que moi, j'ai ça depuis que j'ai 4 ans. Mais le message d'espoir, c'est que la technologie avance de plus. On a des chirurgiens extraordinaires. Il faut avoir confiance en eux, quoi. Faut avoir confiance en la médecine, en tout ça, surtout, je dis ça en ce moment, en plus, avec ce qui se passe. Ayons confiance, quoi. Les gens, ils sont pas là pour vous faire du mal, hein. Ils sont là pour vous soigner. Et, et moi, ils m'ont soigné, ils m'ont réparé. Donc, pour les Marfans, plus ça va, plus on a des technologies incroyables et plus on soigne de choses, quoi. C'est-à-dire que moi, les yeux, je ne serai plus jamais aveugle. Je risque plus d'être aveugle, c'est fini. C'est extraordinaire. C'était la grande peur quand j'étais gosse. Mon aorte, elle est réparée.
Risque plus de péter. Bon, je vérifie quand même tous les ans. Donc, il y a beaucoup d'espoir en vérité parce que la technologie avance, parce que la médecine avance et il faut faire confiance à nos soignants. Hein. On a des bons professeurs en France. Hein. On est bien. Hein. Et là, ça fait plusieurs années que vous avez plus d'opérations, du coup? Ouais, je suis tranquille depuis. Euh, enfin, je compte pas les petites opérations des yeux, les trucs comme ça. Ça, c'est des petits trucs. La routine. Non, mais c'est vrai, c'est rien en vérité. Ça se fait vachement bien. Euh, mais sinon, vraiment, les grosses opérations, c'était 2006 quand même. Hein. Donc, ça va faire, j'ai pu compter 14 ans. 14 ans que je suis tranquille. Hein. Ça, c'est pas mal, c'est vraiment appréciable. Donc voilà, grâce à la technologie, ouais, grâce à nos professeurs, à nos chirurgiens, ça fait 14 ans que je suis tranquille. Voilà. Et Et bon, ben, sur ces bonnes paroles, moi, je voulais vous remercier parce que ça fait super plaisir de vous entendre, votre bonne humeur, votre humour pour parler de tout votre parcours face à la maladie. Et puis, je pense que ça va donner beaucoup de, d'aide à tous les gens qui vont regarder votre vidéo. Et puis, j'incite aussi à lire votre livre parce qu'effectivement, c'est vraiment, c'est très bien écrit et c'est hyper agréable à lire. Et voilà, n'hésitez voilà, c'est lui. Franchement, non, mais il fait du bien. En fin de compte, c'est ce qu'on appelle un livre feel good. tout Je à sais pas, fait. Un hein, film. ça vous avez trouvé aussi. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai un état de grâce. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai réussi à faire quelque chose de pas mal. Je suis assez fier de moi, franchement. Et j'ai des retours. Tout le monde adore.